Quand des plongeurs sous-marins expérimentés tentent la plongée en grotte pour la première fois, leur assurance et leur expérience peuvent les desservir en cas de catastrophe. Voici l'analyse fatale de la tragédie de plongée de Jacob's Well. En novembre 1983, Richard Patton et Clark McConnell étudiaient à l'Université d'État du Texas à San Marcos. Ils étaient tous deux plongeurs expérimentés visant leur certification d'instructeur en plongée en eau libre. L'Université d'État du Texas offrait un cours de plongée avancée donné par Don Dibble, un maître instructeur de plongée. Don était plongeur de sauvetage dans le comté de Hays, ancien plongeur de la marine, propriétaire du magasin de plongée local et possédait des décennies d'expérience en plongée qui le qualifiaient comme instructeur. Don, conscient des risques de la plongée sous-marine, enseignait ses cours avec une grande prudence en matière de sécurité. Une de ses consignes principales était d'éviter le puits de Jacob. Situé à seulement 30 minutes, il avait pourtant causé la mort de nombreux plongeurs. C'est un site de loisirs incroyablement beau, avec des eaux cristallines qui révèlent un trou profond dans une rivière autrement peu profonde. De nombreux nageurs plongent en apnée dans le trou, tentant d'atteindre le fond à 7,50 m, puis remontent rapidement. En ce qui concerne les trous bleus, celui-ci semble assez simple en surface. Mais ce n'est pas la réalité de ce qui se trouve en dessous. Le fond à 8 mètres est trompeur, car l'angle de ce puits s'efface en une pente de gravier menant à une toute nouvelle chambre sous-marine. Les explorations ont commencé une fois que les plongeurs spéléologues ont compris cela et 3 chambres différentes ont été identifiées sous le puits principal. Les 2 premières chambres étaient surtout des colonnes d'eau ouvertes. La 3e chambre avait un passage étroit difficile à franchir. C'était intimidant pour la plupart, mais une fois de l'autre côté, un plongeur entre dans une salle qui fait près de 3 mètres de haut et qui contient un peu d'air emprisonné dans le sommet étroit. Un minuscule trou, trop petit pour s'y faufiler, a été repéré près du sol au fond de la 3e chambre. Le mystère au-delà du trou était trop tentant pour être ignoré. De nombreux plongeurs ont tenté d'agrandir le trou en retirant du gravier et des pierres pour pouvoir le traverser. Seulement 4 ans plus tôt, en 1979, Don avait été sollicité pour aider à récupérer les corps de 2 hommes dans le puits de Jacob. Count Maupin et Mark Brashear sont entrés dans la 4e chambre, mais n'ont pas survécu. Il y a eu un éboulement de gravier dans le tunnel étroit de connexion. Les plongeurs devaient traverser un tunnel de seulement 60 cm de diamètre. Après que les hommes aient traversé le tunnel, un éboulement de gravier a rempli le tube étroit. Ils ont probablement passé leurs derniers instants à tenter de dégager les débris, mais le temps leur a manqué. L'équipe n'a pas pu dégager les gravats pour récupérer les corps de Kent et Mark. Le corps de Mark a été emporté par le courant en 1981. Celui de Kent était resté dans la 4e chambre les 20 années suivantes. Don était bouleversé par les vies perdues dans la quête de la mystérieuse 4e chambre. En janvier 1980, il a descendu du ciment et des barres d'armature pour boucher le petit trou. Il a obstrué le passage, laissant des barres au centre pour que l'eau puisse continuer à s'écouler. On pourrait croire que ce serait la fin de l'histoire pour la 4e chambre, mais ce ne serait pas aussi simple. Quelques mois plus tard, des plongeurs avaient retiré les barres et le ciment, laissant un mot sur une ardoise en plastique. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer. Don avait tout fait pour aider les gens à se protéger. Maintenant, il essayait simplement d'instruire les plongeurs de rester complètement à l'écart. Malheureusement, les avertissements de Don ont peut-être éveillé l'intérêt de ses 2 élèves, Richard et Clark. Ils avaient entendu parler des missions de récupération de corps de Don et de sa propre expérience de mort imminente dans la 4e chambre. Don tentait d'entrer dans la 4e chambre quand un éboulement de gravier l'a piégé dans l'étroit passage de 60 cm. Les bras coincés, il ne pouvait ni tirer sur la corde de sécurité, ni taper sur sa bouteille pour alerter ses coéquipiers. Après plusieurs minutes, il s'était presque résigné à mourir, sachant qu'il ne pouvait pas bouger et que son air serait épuisé dans 1 minute ou 2. Il dit avoir ressenti une étrange sérénité en comprenant que c'était la fin. Son réservoir était vide et il avait même avalé de l'eau. C'est alors qu'il a eu un instinct de survie, se débattant et donnant des coups de pied frénétiques, dégageant suffisamment de gravier pour reculer. Il est sorti du tunnel en reculant et a vu son partenaire de plonger là, lui tendant son détendeur pour qu'il puisse respirer. Don a haleté sauvagement en inspirant, avalant un peu d'air. La peur intense s'était muée en soulagement d'être en vie. Mais ce soulagement fut de courte durée. Alors qu'il remontait à travers les chambres, la douleur de l'air qui se dilatait dans son estomac devint insupportable. La réserve d'air de son partenaire de plongée étant presque épuisée, ils devaient se poursuivre leur remontée pour sortir de là-haut.
L'air est comprimé sous 58 psi, soit 4 atmosphères de pression, à une profondeur de 100 pieds. En remontant, l'air dans son corps s'est dilaté jusqu'à quadrupler de volume par rapport au fond. Quand Dawn a atteint la surface, il avait l'air d'être enceinte de 9 mois. Il hurlait de douleur parce que son estomac avait complètement éclaté. Dawn a raconté ces moments désespérés de sa vie afin de prévenir les étudiants que même le plongeur le plus expérimenté peut être surpris par des changements mortels à l'intérieur des grottes sous-marines. Malgré l'avertissement, Richard et Clark trouvaient un peu que c'était une véritable aventure d'aller voir cette grotte interdite. Le problème avec cette expédition est que ces plongeurs expérimentés ne se contentaient pas de plonger. Ils allaient faire de la plongée souterraine. Il s'agit de deux activités distinctes avec leurs propres règles et risques. La confiance et les compétences acquises en plongée ne sont pas forcément transférables à la plongée souterraine. Ils ne savaient pas qu'il fallait apporter une ligne de sécurité pour marquer clairement le chemin. Il manquait aussi d'expérience en nage en ciseaux pour éviter de remuer les sédiments le long des parois et du fond d'une grotte. La différence principale est que remonter à la surface ne vous rapprochera pas de la sécurité. Les plongeurs désorientés en eau libre peuvent en suivre les bulles pour remonter à la surface. Les plongeurs spéléo ne le peuvent pas. Richard et Clark sont entrés dans le puits de Jacob le mercredi soir avant Thanksgiving. Ils ont traversé le puits principal et les premières chambres sans problème. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans la troisième chambre, il est devenu clair que le danger commençait ici. Après avoir passé l'étroite jonction, le risque s'intensifie considérablement. Il n'y aura pas de remontée rapide à la surface en cas de problème avec votre équipement. Vous êtes piégé dans un environnement exigu qui nécessitera une sortie lente et méthodique. Les deux hommes étaient à la fois anxieux et excités par la prochaine étape de l'exploration. Ils sont parvenus au petit trou menant à la quatrième chambre. Richard et Clark se sont approchés du trou et ont sorti leurs bouteilles. Ils allaient devoir pousser les bouteilles séparément, tout en se faufilant eux-mêmes à travers le minuscule passage. Richard s'est faufilé dans le tunnel pendant que Clark observait. Clark attendit que l'autre passe dans le tunnel, puis commença à retirer sa propre bouteille. Il s'approcha de l'ouverture lorsque le visage angoissé et frénétique de son ami apparut. Richard se faufila à travers le trou avec force, s'écorchant le corps contre les rochers. Soudain, Clark réalisa que Richard n'avait pas de bouteille d'air. Étouffant, il prit son détendeur et le mit dans la bouche de Richard pour l'aider à respirer. Au bout d'un moment, ils commencèrent à respirer à deux, se passant le détendeur l'un à l'autre pendant qu'ils sortaient de la grotte. Une patience incroyable, du calme et de la confiance ont été nécessaires. Se faufiler à nouveau entre les chambres 2 et 3 nécessiterait une coordination délicate dans une lutte désespérée pour respirer. Chaque homme prenait à tour de rôle une bouffée d'air avec le détendeur, puis retenait sa respiration et passait l'embout à l'autre. Il devait en faire cela tout en avançant dans un passage étroit et en cherchant où aller ensuite, le tout sans soulever trop de vases. C'était un défi incroyable, et ils étaient en train de le relever. Richard et Clark sont entrés dans la première chambre, soulagés d'être proches. Il faisait sombre dehors, donc rien ne guidait le chemin vers la surface du puits principal. Les cartes et descriptions des tunnels sont trompeuses. Ces passages ne sont pas des chemins droits et lisses dans les grottes. En fait, ils sont irréguliers et accidentés, ardus à traverser, et il est aisé de s'y perdre. Ils avançaient lentement à cause de la bouteille d'air partagée, mais ils progressaient le long du mur vers la sortie de cette chambre. Alors qu'ils progressaient tant, un son étrange les figea sur place. La bouteille devant eux produisit un bruit creux, ce qui indiquait non seulement qu'elle était pratiquement vide, mais aussi qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, touché un plafond. Ils se déplacèrent latéralement, sentant le plafond se rapprocher, alors que les murs se resserraient sans. Cette réalisation dévastatrice provoqua une panique indescriptible. Les hommes étaient piégés, prenant leur dernière bouffée d'air. Clark venait de prendre une longue inspiration et savait que la bouteille était vide. Richard, les yeux écarquillés, retenait son souffle en cherchant à tâtons une ouverture au plafond. Ils étaient en difficulté. Clark comprit instantanément qu'il s'agissait de la fosse cheminée dans la première chambre. Une fosse cheminée est un tunnel dans une grotte qui semble mener à la surface, mais qui n'est qu'une impasse. Désespéré, il recula du mur d'une vingtaine de pieds vers leur point de départ et pénétra à nouveau dans la première pièce. Il y avait presque 25 pieds jusqu'au sommet de cette chambre, puis encore 25 pieds à travers le puits principal jusqu'à la surface.
Clark perça la surface de l'eau et reprit son souffle désespérément après avoir nagé frénétiquement 75 pieds en apnée. Il était soulagé d'être réellement en vie. C'était un miracle. L'euphorie fit place à une terreur totale pour son ami Richard. Il était toujours dans l'eau et le temps était écoulé. Il savait que Richard était mort. Il attendit un moment pour voir s'il referait surface, puis appela la police à l'aide. Don a été appelé pour un sauvetage de plongeurs et s'est rendu au puits de Jacob en moins d'1 heure. Arrivé sur place, Constantin, il a été stupéfait de découvrir que 2 de ses élèves étaient impliqués dans l'incident. Bien que plongeur expert, la plongée en grotte était une autre paire de manches. Les chambres inférieures étaient boueuses. Ils ont donc attendu le matin pour récupérer le corps de Richard. Il était clair qu'il n'y avait aucun endroit où aller dans la fosse cheminée, et Clark a précisé exactement où le trouver. Malheureusement, Don a aidé à récupérer le corps de Richard le lendemain. Malgré ces avertissements répétés et la création d'une barrière physique, une autre vie a été perdue dans le puits de Jacob. 1 an plus tard, Wayne Russell est mort dans la 4e chambre alors qu'il plongeait avec des amis. Don était aussi là pour récupérer le corps. Finalement, Don a atteint son objectif de restreindre l'accès aux chambres. Le service des parcs du comté de Hayes n'a permis qu'à un seul groupe d'explorer le puits de Jacob au-delà de 40 pieds de profondeur. Le projet d'exploration du puits de Jacob a mené des explorations approfondies des milliers de pieds de galeries dans ce système de grottes. Une nouvelle grille a été installée à la marque des 40 pieds, interdisant toute plongée sous-marine récréative. On estime qu'au moins 8 et peut-être jusqu'à 12 personnes ont perdu la vie en faisant de la plongée sous-marine dans le puits de Jacob.